Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies. Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invitée nous parle de 2 femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Yann Arthus Bertrand. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Les gens qui m'impressionnent le plus, c'est les femmes, quoi, c'est évident. Ma vie entière a été construite par des femmes qui m'ont aidé. Et peut-être que je les ai pas aussi, j'ai peut-être pas assez renvoyé l'ascenseur, certainement. Oui. I love being a woman. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman. En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me. I can do anything now that I've had a baby. I have produced a human being. I am Superwoman. On change toujours les choses. Bien sûr qu'on y arrive. C'est ça l'histoire, c'est une succession de faits. Et l'histoire est faite de gens qui ont changé les choses, qui ont changé le destin. Et la fatalité n'est que la somme de nos démissions. Donc à nous de ne jamais démissionner, quoi qu'il arrive. Parfois je dérange, je dis que même Dieu devrait être une femme. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Extrait de la bande originale du film Woman, car Yann Arthus Bertrand, c'est avant tout un regard, une signature visuelle reconnaissable entre mille, ainsi qu'une prise de conscience environnementale très importante dans notre société. Pour la grande majorité d'entre nous, c'est dans les années 1990 qu'on vous découvre lorsque vous nous partagez le monde vu du ciel. Des photographies aériennes qui dévoilent la beauté et la fragilité de notre planète. Bonjour Yann Arthus Bertrand, bienvenue dans Donne-moi des ailes. Nous sommes tellement ravis d'être avec vous aujourd'hui, merci de nous recevoir. C'est vraiment ma première femme qui a fait ce que je suis aujourd'hui, en fin de compte. C'est vraiment au Kenya que, si tu veux, j'ai commencé, et c'est vrai que c'est vraiment les lions qui m'ont fait devenir photographe. On a beaucoup filmé, ma femme écrivait, moi je faisais des photos. J'avais une maison extraordinaire au bord d'une rivière. Et pour gagner ma vie, je suis pilote de montgolfière. Donc je découvre la photographie aérienne, donc tout ça s'enchaîne. Et la photographie aérienne est quelque chose de très, très, très nouveau. Et quand les premiers bouquins que je faisais, les gens découvraient leur environnement d'une façon très différente. Ma femme, elle a fait une thèse de lettres, un doctorat de lettres. Et moi, je suis devenu photographe, voilà. Et comment s'est passée la suite ? Alors si tu veux, moi je dis souvent une chose, c'est que je suis quelqu'un qui n'a pas peur de sa chance. Moi j'avais fait 14 écoles, mais j'étais viré de partout. Donc quand je trouvais quelque chose où je sentais que j'allais bien aller, je fonce, quoi. Et quand j'avais 20 ans, je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami. Et on a vécu ensemble 8 ans, une histoire d'amour incroyable. Elle m'a fait découvrir beaucoup de choses, et donc la nature, les animaux, l'odeur des arbres. Et j'ai compris qu'en fin de compte, c'est là où était ma place. C'est là j'avais quelque chose où j'étais heureux, quoi. Je sentais que j'allais être utile et bien. Et là, je suis parti au Kenya. Je suis devenu photographe. Et pendant 10 ans, j'étais photographe de grands reportages. J'ai travaillé avec Diane Fossey, j'ai fait beaucoup de choses. Et en 92, c'est la grande conférence de Rio où là, je décide de faire le travail sur la Terre vue du ciel. Et donc là, bien sûr, ma vision du monde a changé parce que j'étais un peu obsédé par témoigner, faire, accumuler des images. On a fait le livre qui est un énorme succès. Sans ma femme, j'aurais pas fait tout ça. C'est sûr que si elle n'avait pas été à côté de moi au quotidien,
Elle m'a beaucoup aidé. Et sans elle, j'aurais pas fait ça. La Terre vue du ciel n'existerait pas sans elle. Elle m'aidait, elle m'accompagnait, elle m'aimait. Et donc, elle aimait ce que je faisais. Et ma première femme, Hubert, pareil, avait complètement confiance en moi. Et j'étais à 20 ans, j'étais un gosse qui savait rien. Et elle m'a fait confiance. Elle m'a dit, vas-y, fais ce que tu as envie, on va le faire ensemble. Donc, quand tu te sens soutenu comme ça par quelqu'un qui t'aime, ça te donne des ailes, c'est évident. Et même dans la Terre vue du ciel, mes assistantes, j'avais une directrice qui s'appelle Françoise Leroc, j'aime bien dire son nom, qui m'a aidé passionnément. Elle était passionnée par ce que je faisais. Et peut-être que je m'en étais pas rendu compte, d'ailleurs, et je le dis souvent, qu'aujourd'hui, j'ai peut-être pas assez remercié les femmes de ma vie, ce qu'elles m'ont apporté. Pour les personnes qui nous écoutent, on a vécu un moment suspendu dans les bureaux de Hope Productions. Au moment où vous allez nous écouter, vous aurez peut-être vu le dernier film de Yann Arthus Bertrand. Et nous, on a vu quelques images et on a entendu quelques témoignages bouleversants, puisque Yann Arthus Bertrand nous l'expliquera. Il a choisi de terminer son film en donnant la parole à des femmes, puisque finalement, les femmes, elles ont nourri votre existence, elles ont nourri finalement, elles ont révélé le sens que vous avez donné à votre vie. Et plutôt que de parler de deux femmes, on va peut-être parler des femmes en général qui ont permis que vous nous donniez tant de beaux objets et un regard si inspirant pour préserver notre planète. C'est évident. Et quand j'avais 20 ans, j'étais attiré par protéger les pandas et les rhinocéros. Aujourd'hui, je veux sauver mes petits-enfants. C'est pas la même chose, tu vois. Et j'ai en même temps, c'est assez curieusement, le fait d'avoir fait ce film Human et Woman, que vous connaissez peut-être, plus ça va, plus je suis envahi par un espèce de sentiment très fort d'amour pour les autres, d'amour pour la vie, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose qui m'habite vraiment. C'est pas quelque chose de fake, c'est vraiment quelque chose qui m'habite de plus en plus. J'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de pardonner, j'ai envie d'accepter que les gens sont pas comme moi. Et je suis très très loin d'être parfait, et Dieu sait que je l'ai pas, mais j'assume complètement ça. On m'a dit, ouais, méfie-toi de parler d'amour, j'en ai rien à foutre. J'assume complètement ce sentiment profond de revenir à l'essentiel, d'aimer. Voilà. Vous parliez du beau et de l'amour. Je suis émue. Votre livre, il a été important dans ma vie. On va tous pleurer aujourd'hui. C'est pas possible, cette émission. Mais c'est bien de pleurer, c'est qu'on est des êtres humains. Et pleurer ensemble, ça fait. Et je l'ai offert à tous les gens que j'aime. Vraiment. Tout le monde autour de moi a eu en cadeau votre livre. Il est merveilleux. Voilà. Parmi les voix féminines qu'on a entendues et qui clôturent ce film, on a entendu et on a vu le visage d'une femme qui a transformé votre vie. Il s'agit de Jane Goodall. Racontez-nous. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais dû être un scientifique parce que j'étais une folle admiration de Jane Goodall. Et son livre, Les chimpanzés et moi, m'avait fasciné que c'est vraiment la première femme, la première scientifique qui a parlé des animaux avec une façon humaine. On lui a beaucoup reproché. Et ça m'avait fasciné. Sur ce film, c'est très difficile de faire un film sur l'environnement aujourd'hui et de finir avec de l'espoir. Parce que tous les chiffres sont mauvais. On n'a pas beaucoup de choses d'espérance en fin de compte. Tu te dis, on vit dans un monde où on consomme de plus en plus de viande, on continue à mettre des pesticides, la surpêche. On n'a pas de choses qui sont un petit peu radicales, qui disent, voilà, ça on l'arrêter, c'est une victoire. Il n'y en a pas beaucoup de victoires. Hein. Alors on te parle du trou d'ozone. Ouais, le trou d'ozone. Notre façon de vivre, de consommer au quotidien, parce qu'on est un peu prisonnier de ça, fait que c'est impossible d'arrêter la machine. Well, my most important message to humanity is what I say all the time, and it's so important, and it's, don't forget that every single day you live, each one of you, me, all of us, every single day we make a difference, and we have a choice, most of us, as to what kind of difference we're going to make. That, to me, is the most important message. Alors pourquoi Jane? Alors Jane, parce que bien sûr ce livre, Les chimpanzés pour moi, ont été une révélation. C'est drôle parce que moi qui n'avais pas fait d'études du tout, dans cette période, quand j'avais 25 ans,
j'avais l'impression d'avoir gâché ma vie. J'étais vraiment obsédé par le fait de lire, de comprendre. Et donc, voilà, donc je suis vraiment parti au Kenya faire une étude sur les lions en voyant sa façon de travailler. Et je me suis beaucoup inspiré de la façon de son livre où elle travaillait au quotidien avec son journal sur ma façon de travailler sur les lions avec ma femme. C'est formidable comme étude, parce que tu les étudies vraiment. Tu n'es pas là à étudier avec des jumelles de loin, planquées dans un coin. Jane Goodall, elle a fait ça avec les chimpanzés, tu vois, elle arrive même à communiquer, elle se touche. D'ailleurs, elle a même été trop proche, elle reconnaît un moment, elle a dû mettre son fils dans une cage, tu vois, elle s'est aperçue qu'elle avait été trop loin dans ses rapports avec les singes. Puis les chimpanzés, comme les hommes, sont des animaux très dangereux aussi, ils se bagarrent, tu vois, il y a des guerres entre eux, elle le dit très bien d'ailleurs. Donc il ne faut pas idéaliser non plus la nature comme la chose la plus douce au monde. Voilà, après par la suite, comment je l'ai rencontré, Jane, la première fois ? Je devrais le savoir, mais ça ne m'a pas marqué. J'ai eu l'impression qu'il a toujours été à côté de moi dans ma vie. Donc, c'est comme quelqu'un que j'admire énormément. Et alors, c'est drôle parce que je lui demande toujours comment est-ce qu'elle garde cette espèce de sérénité. Elle n'est jamais en colère. Je la vois jamais en colère. Elle a aussi ce côté de femme honnête, tu vois. Et ça se ressent, tu vois. On a besoin aussi aujourd'hui d'avoir des modèles, tu vois, qui soient presque parfaits, tu vois. Et elle est presque parfaite, tu vois. Et en quoi est-elle presque parfaite ? Qu'est-ce qui vous marque le plus chez elle ? C'est une façon un peu générale de dire que je me suis aperçu que toutes les grandes héroïnes de l'environnement étaient des femmes. Quand Greta Thunberg est arrivée, j'étais fasciné par cette jeune fille, fasciné par une fille de 14-15 ans qui est plus intelligente que tout le monde, en fin de compte, qui te dit à toi très simplement ce que tu dois faire, quoi. Et ça me paraissait évident que quand tu fais la liste des gens de Carlson qui a dénoncé le DTT, on a parlé de Claire Nouvian, tu vois, Diane Fossey, tu vois, Vandana Shiva, en fin de compte, c'est des femmes. Et surtout, ce que j'aime chez les femmes, et que moi, j'ai découvert chez Greta Thunberg, c'est quand elles parlent, il y a une souffrance intérieure. Une souffrance de la réalité. Quand Greta Thunberg, elle parle, elle souffre elle-même. Elle, tu sens que chaque fois, c'est quelque chose de fort et de très... et il y a aussi cette vision d'avenir que, tu vois, c'est des gens qui voient loin, quoi. Les femmes voient peut-être sans doute plus loin que les hommes, tu vois, il y a une espèce de... Et je pense que les femmes, elles ont ce sentiment cette intelligence de l'avenir. Vous avez parlé de Diane Fossey. En quoi vous la trouvez remarquable ? C'est toujours la même chose. L'histoire de Diane Fossey, vous la connaissez peut-être, mais l'histoire de Fossey, elle est assez formidable parce que ma femme a vu un très très grave accident de voiture et elle était enceinte et donc elle a accouché à l'hôpital. Et donc je me suis occupé du bébé pendant 3 mois complètement. Et un jour on me téléphone, on me dit « Yann, est-ce que tu veux aller voir Diane Fossey au Rwanda ?» Et moi je dis non, je peux pas parce que je m'occupe de Tom. Et puis ma femme me dit, écoute Yann, ça va, c'est bon, t'es là depuis 4 mois, tu tournes en rond, vas-y. Et moi un peu faux cul, je dis, t'es sûr, tu crois que je peux y aller? Je rêvais d'y aller, mais je voulais pas y aller en laissant ma femme. Donc elle m'autorise, elle me pousse à y aller. Et donc je pars. En partant, elle était sur une péniche. Elle marche, elle glisse sur le pont de la péniche et elle tombe. Et moi, je me coince le dos en la relevant. Donc je pars à Kigali, complètement cassé en deux. Et en arrivant à Kigali, je me fais faire des piqûres de cortisone. Je prends 2 jours en retard. J'avais vraiment très mal. J'arrive voir Diane Fossey là-haut, je monte dans la montagne, parce que fallait monter là-haut. Hein. Enfin, il y a à pied, avec mes sacs photos, donc c'était pas facile. J'arrive 2 jours en retard, je me fais engueuler parce qu'elle avait fait un gâteau au chocolat pour moi qui avait moisi, parce que bien sûr là-bas, tout moisit à une vitesse, je ne dis pas. Et bon, on sympathise. Moi, j'avais une vraie admiration pour elle. Il n'y avait pas d'électricité, tu vois. C'était vraiment très basique où elle habitait. Et je passe là-bas 3 semaines. Et je vais tous les jours voir les gorilles. Je me souviens, le premier jour où j'y étais, je les vois de loin, comme ça. Je m'installe, il y avait un endroit qui était un peu découvert. Il pleut tout le temps. Je dis, qu'est-ce que je fous là-dedans? J'avais mal au dos. J'avais un mal de dos d'enfer. Je me trouve avec mon ciré, mais c'est pareil, photo trempée. Je dis, qu'est-ce que je vais nous faire dans cette galère? Et
d'un seul coup, les gorilles qui étaient au loin s'approchent de moi. Et comme c'est un endroit dégagé, ils s'installent autour de moi eux aussi, comme c'est un endroit protégé, il n'y a plus pas d'arbres autour, très content d'être là autour de moi, mais comme si j'étais pas là, quoi, ou presque. Et les gorilles viennent autour de moi. Il y a un mâle qui me fait une grosse parade d'intimidation, comme dans les films, comme King Kong, tu vois. Je peux dire que je baisse la tête en faisant pas le malin. Et j'ai passé 3 semaines incroyables. Et je faisais mes photos au grand angle. Tu vois, faire des photos d'animaux au grand angle, ça n'existe pas, quoi. C'est inimaginable. Alors que quand tu restes des années près d'un animal qui t'accepte, ben, tu fais des photos, tu montres des choses que personne n'a jamais vues. Et surtout, tu peux faire des études de comportement que personne n'a jamais vues, parce que tu vis avec eux. En fin de compte, tu es avec eux toute la journée. Et elle, je ne sais pas combien de temps elle a passé, mais 15-20 ans auprès des gorilles. Donc c'était sa vie, sa famille. Et tous les gorilles avaient des noms. Dans sa pièce, il n'y avait que des photos de gorilles partout. Et Dian Fossey a été tuée le lendemain où je suis parti. Je suis parti, j'ai fait des photos très touchantes d'elle, près des tombes de ces gorilles, près des croix, ou avec le nom des gorilles, un peu symbolique. Elle est morte, elle a été tuée le lendemain où je suis parti. Oh là là. Ouais. Et donc, elle était comment ? Elle était là-haut, toute seule, et elle avait beaucoup de problèmes d'argent pour continuer ses études. Parce que quand vous avez fait une thèse, un doctorat, et que vous voulez rester, ben les gens ne vous donnent plus d'argent parce que le doctorat est fait, et que vous dites à quoi sert votre travail ? Elle était malade, elle avait un cancer du poumon ou de l'asthme, toi. Elle n'était pas remontée. Elle était enfermée dans son coin, là-haut, avec de l'argent qui n'arrivait pas pour continuer ses études. Elle était fermée son centre. Bon, je comprends très bien que c'était pour elle un crève-cœur et que qu'elle tournait un peu en rond avec ça. C'est que ça a été un peu des pionniers, c'est des gens qui ont montré le caractère. Ça vient de George Leakey. Leakey, qui était un anthropologue kényan, qui avait envoyé 3 femmes pour travailler sur les grands singes. Une sur les orang-outans, Jane sur les chimpanzés et Diane sur les gorilles. Parce qu'il pensait que de travailler sur ces grands singes allait apprendre des choses sur l'origine de l'homme. Et il avait raison, sans doute. Voilà, donc c'est vraiment... Et Jane a été l'assistante de Leakey. C'est comme ça qu'elle est arrivée là, quoi, si tu veux. Bon, je ne savais pas du tout que Diane avait été envoyée par Leakey aussi. Ah oui, mais tous les trois. Et alors, je me souviens plus le nom. Il y a un nom pour ces 3 femmes, tu vois. C'est cette espèce de ces 3 femmes envoyées, qui se connaissaient pas, en fin de compte, très peu, tu vois, qui étaient chacun envoyé les orang-outans, les chimpanzés et les gorilles. Et comment expliquer que Jane Goodall fasse autant l'unanimité et que tout le monde parle d'elle avec autant d'amour et autant de respect ? Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des guides. Hein. On a besoin d'avoir des gens qu'on admire, d'avoir des icônes de toute façon. On a besoin d'avoir des gens qui sont plus que toi. Pour moi, elle fait partie de 2 ou 3 personnes que j'admire. Mandela, tu vois, elle, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, tu les comptes sur les doigts d'une main, tu vois. Elle en fait partie parce que, d'abord, elle a son parcours de scientifique. Elle a ce qu'elle est elle, c'est-à-dire une personne incroyablement sensible, tu vois, ayant compris quel était son rôle, quelle était sa place avec les chimpanzés. Son combat aussi, c'est comme Paul Watson, quelqu'un d'une autre façon, mais quelqu'un qui a une ligne directrice, quoi. Elle a pas dévié, elle est restée dans la même chose. Et puis surtout, je trouve ce qu'elle a, c'est qu'elle a créé cette espèce de fondation où elle s'occupe des jeunes, tu vois. Et il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont là-dedans, oui, donc c'est super, tu vois, enthousiasmant. Et c'est facile de l'aimer. Elle n'est pas agressive, elle est jamais agressive. Elle a un parcours qui est droit, c'est ce que je veux dire. Et puis c'est aussi l'âge, tu vois, puis elle continue à 90 ans. Donc c'est ça aussi, ça force un peu l'admiration. J'adore Vandana Shiva aussi pour ça, pour son combat, pour son rire, sa force, son courage, tu vois. Et il y a des femmes comme ça qui... et je vais t'en mettre une autre, alors je ne vais pas abîmer son nom. Une autre femme que j'ai pour elle énormément d'admiration. Il faut que je prenne des notes, que je leur dise, n'abîme pas son nom. Alors, comment je l'ai marqué, ces personnes que j'aime, je crois. Svetlana Alexievich. Svetlana Alexievich. J'écorche son nom, ça m'énerve, donc non, je ne peux pas. C'est une femme incroyable qui est une journaliste, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle La Supplication, qui est pour moi un des plus grands livres que j'ai jamais lus. C'est là sur le courage, le sacrifice de ces Russes qui se sont sacrifiés
pour essayer de sauver Tchernobyl. Et elle a écrit, je l'aime beaucoup parce que moi, dans mon livre que fait Human, c'est que des interviews. Elle ne fait que des interviews. Elle a fait un livre qui s'appelle Sur les femmes et la guerre. Elle a fait un sur les femmes et l'amour. C'est une femme incroyable. Je rêvais de l'interroger pour mon film Human parce qu'elle est... C'est vraiment une très très grande écrivaine. Elle travaille comme moi je travaille, en faisant des interviews, en écoutant le cœur des gens. Et je suis invité en Biélorussie à présenter Human. Et j'arrive à l'aéroport, et en bas de l'avion, c'était elle qui m'attendait, avec un énorme bouquet de fleurs. Elle a eu le prix Nobel, et tout l'argent du prix Nobel, elle l'investit pour faire venir des gens pour la jeunesse de la Biélorussie. Dans ma vie, les gens qui m'impressionnent le plus, c'est les femmes, quoi, c'est évident. On vit comme une période aujourd'hui d'une espèce de tu vois, révolution, quoi, une vraie révolution. Et moi, j'étais quelqu'un, quand j'avais 40 ans, que j'avais rien compris à tout ça. Et sauf que j'ai fait le film Woman, quand même. Donc, j'ai interrogé 2000 femmes. Je peux te dire, quand tu vois 2000 interviews de femmes qui se racontent leur vie, qu'est-ce que j'ai pleuré, qu'est-ce que j'ai ri, Et je peux te dire qu'aujourd'hui, après avoir vu ça m'a ouvert les yeux d'une façon invraisemblable, parce que ces milliers d'heures te transforment complètement. Et j'ai compris que j'avais rien compris, quoi. Mais je peux te dire que je vois aujourd'hui ma femme, mes sœurs, ma mère d'une façon différente. Ça devait être vraiment bouleversant d'entendre ces témoignages, ces voix de femmes qu'on entendait enfin. Et du coup, comment ça vous est venu, cette idée de leur donner la parole, si on a bien compris, pour la conclusion de votre dernier film? J'étais à l'UNESCO dernièrement, et autour de la table, il n'y avait que des femmes. Et je me suis dit à un moment, mais t'es complètement con. La réponse à ton film, elle est là. Tu vas interroger des femmes, et elles vont dire des choses que t'es pas capable de dire. C'est exactement ça. Et je me suis dit, la réponse est là. Donc c'est pour ça vous avez le droit d'écouter en avant-première un petit montage qui va pas être définitif, mais sur les femmes. Et tu vois bien, elles sont vraiment ancrées dans le réel. Et là, j'ai cru que j'allais perdre espoir en l'humanité. Alors que moi, je peux pas condamner l'autre à pas changer d'avis, puisque moi-même, dans mon parcours, je suis passée de « je m'en fous » à « je mets ma vie au service d'eux ». Donc ça veut dire que c'est possible, en fait. Mais là, j'avais des gens qui pouvaient avoir l'âge de mes grands-parents, et ils continuaient de m'écraser comme si j'étais leur ennemi, alors qu'on était là pour défendre le vivant. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à communiquer. Nous, on se prend un héritage horrible climatique et sociétal, et on nous laisse tout changer, nous, mais c'est pas possible, c'est pas nous qui avons mis ça en place, c'est aussi la responsabilité de se bouger et de changer les choses, quoi. Il faut des lanceurs d'alerte qui nous ouvrent les yeux sur les dangers de telle ou telle pratique. Il faut des politiques courageux. Quand je vois que, collectivement, on arrive à faire reculer des gens, c'est là où on voit qu'on a du pouvoir, malgré tout. C'est pas parce qu'on est chacun dans notre petit coin qu'on peut pas faire bouger les choses, c'est faux. Si, justement. Tous ensemble, on peut faire changer les choses. C'est bête de le dire, parce que tout le monde le dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Ces femmes, elles sont ancrées dans la réalité. C'est pas des grands trucs philosophiques, elles te disent des choses d'action dans le quotidien, quoi. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Et comment il est né, ce projet Woman, si vous étiez finalement pas si intéressé par... c'est pas que c'est intéressé, c'est que quand tu fais le film Human et que tu entends les femmes que tu interroges, tu t'aperçois qu'il y a des choses voilà, il y a une immense montagne de connaissances que tu n'as pas. Et on a bien senti qu'il fallait faire le film sur les femmes. C'était, dès le départ, on s'est dit, dès qu'on a fini ça, il faut qu'on travaille sur les femmes parce qu'il y a quelque chose à dire. Donc on a fait ce film Woman, parce qu'on avait bien senti qu'on était passé à côté de quelque chose. Et j'ai fait ça avec Anastasia Mikova. Justement, j'allais vous dire, dites-nous un mot de votre co-réalisatrice. Oui, parce que je l'avais rencontrée sur la Terre Vue du Ciel, sur Vue du Ciel, l'émission de télé. C'était une journaliste très intelligente, brillante, très volontaire. Elle a travaillé avec nous sur Human. Et il n'était pas question de faire un film sur les femmes d'un mec. Il fallait le faire avec une femme. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que j'ai pas eu le droit beaucoup à la parole sur ce film. C'est-à-dire que, tu vois, il y avait une équipe de 15 femmes ici, on était 2 mecs.
Les règles, par exemple, tu vois, les règles, on me dit, il faut qu'on parle des règles. Je dis, les règles, bon, pourquoi? Ben, quand t'entends les femmes parler de leurs premières règles, t'entends les emmerdements qu'elles ont tous les mois avec ça, tous les mois, tout ça. Tu te dis, ben ouais, il faut en parler, quoi, tu vois. Ouais. Donc, tu découvres un monde. Puis c'est aussi le fait de marcher dans un parking le soir toute seule, quoi, toute seule. C'est pas, quand t'es un mec, on a rarement, tu peux avoir une angoisse, mais quand t'es une femme, c'est beau multiplier. Tout ça, quand t'entends ça pendant des heures, que c'est un film, ça dure 2 ans, c'était un gros projet, bah, tu sors complètement transformé et t'as envie de rattraper le temps perdu, peut-être, ce non-respect, peut-être qu'on avait, que j'avais. Je ne vais pas dire que j'avais pas de respect. J'ai toujours travaillé avec des femmes toute ma vie, tu vois, dans mes boîtes de production. Mes assistantes ont toujours été des femmes, mais j'avais peut-être pas compris. Pas conscience. Tu vois, pas conscience tu vois. Oui, mais c'est aussi tout l'objet finalement de notre aventure Donne-moi des ailes, c'est de permettre aussi de donner à voir ce que parfois on ne voit pas quand on est un homme dans un monde d'hommes créé par les hommes, de voir aussi toutes ces inspirations pour plus de. L'autre jour, Kenza me dit, bon, il faut que je rentre maintenant parce que je vais prendre le train, je ne vais pas prendre le train trop tard. Je dis, pourquoi prendre le train? Elle me dit, mais tu ne peux pas comprendre, Yann. Voilà. Tu as entièrement raison, je ne peux pas le comprendre. Je peux le comprendre maintenant, tu vois. Mais nous, ici, on travaille qu'avec des femmes. Je travaille avec des femmes depuis toujours. Et comment ça se fait? Comment ça s'explique? Je pense parce que peut-être moins d'ego. Et comme moi, j'en ai trop, il faut que je travaille avec des gens. Je pense que La Terre vue du ciel, je leur ai pas réussi. Ces 2 assistantes que j'avais, Hélène de Bonis et Rose Rock, qui m'ont poussé. Donc voilà, je leur dois énormément. Mais ma vie entière a été construite par des femmes qui m'ont aidé. Et peut-être que je les ai pas aussi, j'ai peut-être pas assez renvoyé l'ascenseur, certainement. Ouais. Notre façon de voir le monde aujourd'hui est très très différente, et c'est génial. Et c'est bien, quoi. Et puis, surtout, ce qui m'a fait rire aussi, c'est quand on présentait Human, et je disais qu'on allait faire un film sur les femmes. Immédiatement, à la fin de la conférence, j'avais 30 femmes qui étaient à la queue, qui voulaient me voir en me disant « Je veux être dans votre film ». Ça, c'est quelque chose de très, très nouveau, que je trouve génial. C'est que comme la parole s'est libérée. D'un seul coup, les femmes voulaient parler. Il y avait en elles des générations de femmes qui n'avaient rien dit, qu'elles allaient dire ce qu'elles avaient envie de dire. C'était assez fascinant, comme une envie d'échanger, une envie de dire, une envie d'exister, quoi, quelque part. Mais ça, c'est vraiment notre sujet. Je crois que c'est pas tant que les femmes n'ont pas dit, mais qu'elles ont tellement pas été entendues et qu'elles ont même été tellement invisibilisées. Les inscrire dans l'histoire, finalement. C'est ça que vous avez fait aussi, qui est merveilleux. Je sais pas si c'est merveilleux. En tout cas, on a essayé d'être juste. Voilà, d'être juste. Et voilà, sans femme, qu'est-ce que tu es? T'es rien du tout, quoi. Vous disiez que la beauté, c'était les gens qui agissent. Non, c'est-à-dire que je dis souvent, je finis beaucoup mes conférences là-dessus. Encore une femme. Je faisais Human, j'étais à Madagascar, avec ce qu'on appelle ces fameuses agriculteurs de subsistance, ces gens qui ne vendent rien, qui sont une pauvreté absolue, tu vois. À Madagascar, c'est vraiment l'endroit, un des endroits avec l'Inde, j'ai vu les gens les plus pauvres au monde. Et on pose à tout le monde les mêmes questions, dont une question, tu vois, quel est votre plus grand rêve? Et ça, c'est une question occidentale, parce que quand t'as pas mangé tous les jours, que t'as eu 16 enfants, dont 6 sont morts, t'as peur de la maladie, c'est une question ridicule, quel est votre plus grand rêve? Donc elle m'explique tout ça. Je lui dis, mais toi, en tant que femme, quel est ton plus grand rêve? Et alors là, elle m'a dit quelque chose auquel je pense tous les jours. Tous les jours, j'y pense. Elle a baissé les yeux, comme ça, très très doucement, puis elle m'a regardé en souriant, et elle m'a dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Mais qu'est-ce que c'est beau! Parce que ça veut dire quoi, ça? On va tous mourir un jour. Mourir avec le sourire, ça veut dire que tu as été content. Tu as été content de la vie que tu as eue. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as fait des conneries, comme tout le monde. Tu n'as pas été bien. Mais au moins, tu as essayé d'organiser ta vie d'une façon positive, en aimant, quoi. Et je pense que mourir avec le sourire, c'est un Graal impossible, mais moi j'aimerais bien essayer ça. Et donner du sens, tu vois, à ce que tu fais, c'est important. Et c'est vrai que moi qui ai passé ma vie à aller chercher la beauté du monde, tu vois, partout où j'étais, j'ai fait près d'1 million de photos. C'est fou, quoi, de ce que j'ai fait, tu vois, de beauté. Et la beauté, elle est partout, parce que tu la trouves tout le temps, la beauté, quand tu cherches. Donc cette beauté, mais en fin de compte, je m'aperçois, c'est pas une beauté qui m'intéresse du tout aujourd'hui. C'est une beauté d'un paysage, ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté des visages, tu vois, la beauté des visages. Et cette beauté, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui aident, qui partagent, qui viennent. Et cette beauté de gens qui partagent et qui font pour les autres, voilà, c'est un nom, c'est l'amour. Et c'est ça que j'aime beaucoup. J'aime penser qu'en fin de compte,
la vraie beauté, c'est l'amour des autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné tant d'ailes, d'avoir fait battre nos cœurs aujourd'hui. C'était magnifique. J'avais préparé mes notes. Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes ? Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière. I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am your daughter, your wife and a mother. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me.